ce matin, j'ai deux personnes avec moi qui sont là pour nous parler des mutilations génitales féminines. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'on est aujourd'hui 6 février, journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Je vais leur laisser la parole pour qu'ils puissent se présenter. Bonjour, Monsieur Guindo. Bonjour, madame. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'invitation. C'est un réel plaisir pour moi d'être là ce matin sur ce plateau, de pouvoir parler un peu de MGF au nom de mon ONG, qui est Justice pour la dignité des femmes au Sahel. Donc, je suis Hassan Guindo, je suis le coordinateur de l'ONG JWS. Donc, je suis chargé de la coordination de toutes les activités de l'ONG au Mali ici. Donc, l'ONG est présente au sein de 6 pays du Sahel, notamment le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, la Mauritanie, le Burkina Faso. Donc, nous intervenons exclusivement dans le cadre des violences basées sur le genre. Donc, le 6 février, vraiment, rentre dans ce cadre-là. Nous sommes très heureux d'être là parmi vous. D'accord, merci. Monsieur Maïga, vous pouvez vous présenter. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous les spectateurs et à tous les followers de la page de la MPPF ainsi que leur chaîne YouTube. Donc, merci pour l'invitation. Moi, c'est Suleiman Maïga. Je suis le coordinateur des activités des jeunes, ici même au sein de l'AMPPF. Donc, comme Guindo l'a si bien dit, donc, et le 6 février, c'est une journée qui ne doit pas passer comme ça pour un activiste, qui ne doit pas passer comme ça. C'est une journée qui n'est pas comme toutes les autres journées pour l'ensemble des ONG et associations qui militent vraiment pour la cause de la femme. D'accord, merci et bienvenue sur notre plateau. Alors, Monsieur Guindo, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que fait votre ONG? Ok, merci beaucoup, madame. Comme je l'ai dit à l'entame de mon introduction, notre ONG travaille exclusivement dans le cadre des violations basées sur le genre, communément appelé les VBG. Donc, tout ce qui concerne les droits des femmes et des filles. Donc, nous œuvrons dans ce cadre-là, notamment amener les filles et les femmes à pouvoir jouir de leurs droits, que ce soit le droit juridique, que ce soit économique, que ce soit social et psychologique également, et même sur le plan santé. Donc, en quelque sorte, voici un peu de façon globale comment nous intervenons et nos axes d'intervention stratégiques. D'accord, à vous, Monsieur Maïga. Alors, merci beaucoup. Donc, ici, comment dirais-je, moi, je suis le coordinateur chargé des activités jeunes, des jeunes au sein de la MPPF. Vous n'êtes pas sans savoir que les jeunes sont une force de la MPPF parce qu'ils sont au cœur de l'exécution de beaucoup d'actions et d'activités menées par la MPPF. Donc, les jeunes là sont le MAJ, le mouvement d'action des jeunes, qui est une entité même de la MPPF. Donc, d'une manière ou d'une autre, la force de tout ce que la MPPF fait comme travail relève des jeunes. Et c'est les jeunes qui sont au cœur de l'exécution de ce travail. D'accord, merci à vous. Vous êtes tous les deux, votre ONG travaille dans le sens des mutilations génitales féminines, surtout des jeunes, comme M. Maïga vient de le dire. Est-ce que vous pouvez nous parler, dans votre définition, qu'est-ce que c'est que les MGF? Ok, merci bien. Madame, les MGF, comme on l'a dit, les mutilations génitales féminines sont toutes les interventions visant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme. Et également toute autre mutilation des organes génitaux féminins pratiquée à des fins non thérapeutiques. Il faut le rappeler, on peut le faire dans le cadre thérapeutique pour un peu donner la dignité à la femme, au cas si l'excision est mal faite. Donc il va falloir ramener la femme, faire une opération pour qu'elle puisse vraiment gagner rentrer dans sa dignité, avoir une dignité comme on le dit. Maintenant, il faut le rappeler, je l'ai dit, même dans le cadre thérapeutique, il faut faire attention. Donc là, il faut vraiment que ça soit fait avec des professionnels. Donc c'est un peu ça la définition que je peux donner par rapport aux mutilations génitales féminines. Merci. Merci, okay. M. Maïga. Donc Guindo a tout dit déjà.
C'est bon. Monsieur Maïga, est-ce que vous pouvez nous parler des causes des mutilations génitales féminines? D'accord. Les causes des mutilations génitales féminines, elles sont énormes. D'abord, permettez-moi de parler des raisons, parce que les causes et les raisons sont d'ailleurs les mêmes, on peut dire. Donc, il y a des gens qui font cette pratique sous prétexte que ça diminue l'envie de la fille ou de la femme. C'est-à-dire ça permet à la femme ou à la fille de ne pas avoir envie d'un homme. Il y a des gens aussi qui disent que si tu n'as pas fait cette pratique, c'est-à-dire en Bambara on dit Nima Sigi Negekoro, tu n'es pas pur. Vous allez m'excuser du terme, à votre de coup, à Moussoye Blakorodi. À Djelente, Mousso Sanoumante, Doba Foko, Ali Sele Dagalente, Ama. Est-ce que les gens n'ont pas tendance à confondre envie et plaisir? Justement, l'envie et plaisir, ça fait deux. L'envie peut venir de la tête et le plaisir se trouve au niveau des organes génitaux. Donc, la partie qu'on coupe, la partie qu'on mutile, c'est une partie de plaisir en fait et non d'envie. Parce que si vous regardez le clitoris, on va dire selon des statistiques, plus de 80 jusqu'à 85 jusqu'à 90% même des femmes trouvent le plaisir à partir du clitoris. Et le clitoris en plus c'était un centre de nerfs. C'est-à-dire que les sirat chaman de témer au fait. Donc c'est pourquoi vous voyez lors de la procédure d'autres avec ticket avec jicha avec joli chari joli bepo joli tejo faut avec d'eau conduit même à la mort. Donc avec fouille ko nati sara nege korosigi fanfa faut pas ni dîner du coup voilà. OK, monsieur Guindo, est-ce que vous pouvez aussi nous parler des conséquences? Oui, avant de parler sur les conséquences, je voudrais compléter mon cher ami, M. Maïga, par rapport aux causes. Il faut rappeler que les causes peuvent être un peu nombreuses, multiples et diverses, parce qu'il y a l'aspect de la religion, donc surtout les religions monothéistes qui nous ont été, en fait, qui ont été révélées. Donc les causes, une autre cause peut être purement sociale. Dans la société, les gens ont trouvé que cette pratique-là existe, donc c'est purement culturel dans la société, donc les gens le font, il faut le faire aussi. Et une autre cause peut être médicale, comme on l'a dit, parce qu'une femme peut avoir des complications, en fait certaines malformations, et pour des fins thérapeutiques, on peut aussi faire des MGF, faire subir à la femme des MGF. Donc les causes sont vraiment... Mais est-ce que là c'est vraiment appelé MGF? Parce que quand M. Maïga nous avait parlé de médicalisation, est-ce que quand vous dites que c'est une malformation que c'est coupé par un médecin par exemple, est-ce que là on parle encore de mutilation? Oui, on peut classer ça dans une sorte de catégorie de mutilation génitale, mais à des fins thérapeutiques, c'est ce que j'ai dit. Okay. Mais comme on le dit, la définition elle est universelle, c'est toute ablation, que ça soit partielle ou totale, des organes génitaux de la femme. Donc que tu fasses ça dans le cadre de la médicalisation ou bien dans le cadre non thérapeutique, donc tout ça là c'est MGF. Mais ce qui est souhaitable, c'est vraiment de faire ça dans le cadre de la médicalisation. Et là, je l'ai dit, il faut que ça soit fait par des professionnels. Et maintenant, pour en venir, on peut anticiper un peu. Et là, également, les femmes qui doivent subir cette mutilation médicalisée doivent être aussi soutenues psychologiquement pour les préparer afin de pouvoir subir ça, en fait, supporter cela. Donc c'est très important. Donc c'est un peu pour un peu compléter mon cher ami. Donc par rapport aux conséquences, les conséquences sont vraiment nombreuses. Elles sont très nombreuses. Les conséquences, c'est vraiment, ça peut jouer sur la santé, la reproduction de la fille, de la femme. Et surtout, une autre conséquence qui n'est pas aussi négligeable, ça c'est lors de l'accouchement. Et nous connaissons très bien les fistules. Donc, l'une des causes principales des fistules, c'est vraiment dû au MGF. Il faut le rappeler. Donc, et puis, une autre conséquence, moi, c'est ce que j'aime dire. En tant que psychologue, j'aimerais beaucoup m'appesantir quand même sur les conséquences psychologiques que ça peut vraiment engendrer chez la fille et la femme.
Chez la fille, d'abord, c'est la peur de son environnement de façon globale avant de rentrer dans les détails. Et pour la femme qui est dans son foyer, peut avoir des problèmes, la dysfonction au niveau de la vie sexuelle et qui peut même amener au divorce ou bien même à la mort, aux tendances suicidaires. Donc les conséquences sont très nombreuses. Donc avant de rentrer dans les détails, je voudrais un peu parler de cela. Monsieur Maïga, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose à ce qu'il vient de dire comme conséquence? Ok, d'accord. Comme conséquence, est-ce que je peux revenir un peu en arrière? Il n'y a pas de souci. En fait, M. Guindo avait parlé du fait que ça soit une mutilation génitale féminine. En fait, si on regarde la définition même, comme il l'a si bien dit, c'est vrai, la définition, elle est universelle. C'est pourquoi moi, j'ai jugé nécessaire d'ajouter le fait qu'on parle là de mutilation dont on parle aujourd'hui, parce que nous, on parle de l'excision précisément, en fait. C'est pourquoi j'ai voulu insister sur le fait que pour des raisons non médicales. Ok. Sinon, le fait de couper, c'est mutiler. C'est vrai. Mais l'excision dont on parle, en réalité, nous, notre combat, en tant que mouvement d'action des jeunes, c'est l'excision. C'est lutter, en fait, on ne va pas dire lutter contre, c'est comme si faire du bras de fer avec les gens, mais quand même, nous, notre souhait, notre combat, notre motivation, c'est de sensibiliser la population sur les conséquences médicales, même s'il faut le dire, de l'excision. Okay. De l'excision, en fait. Nous, notre rôle, c'est la sensibilisation, en fait, pour l'abandon de cette pratique. En sensibilisant, en montrant tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a une évolution je ne sais pas, les mentalités commencent à changer? Tout à fait. Comment ça se passe? Tout à fait, oui. Parce que déjà, auparavant, si on remonte un peu en arrière, dans les 90, 99, 2000 là, c'était pas du tout facile de parler d'excision. Non, c'était même pas possible. Mais aujourd'hui, et voilà, la preuve est que nous sommes sur un plateau, nous sommes en train de parler d'excision, et je sais qu'à travers votre plateau, il y a des gens qui sont en train de nous regarder, qui vont au bout là, ils vont prendre ce qui est bon, et qui vont, je suppose qu'ils vont analyser tout ce qui sera dit sur ce plateau. Auparavant, si on retourne 20 ans en arrière, Nanklala Nim plateau là, c'est des gens qui nous attendent dehors avec des bâtons. Mais c'est clair. Oui, c'est ça. Mais moi, j'aimerais vraiment que vous parlez beaucoup plus des conséquences, parce que il faut vraiment que les gens sachent que on est là, on parle d'excision, on fait de l'excision, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, en fait. Quand on va dire aux gens ceci n'est pas bon, il faut vraiment leur montrer des preuves concrètes. Il faut vraiment parler de ce qui ne va pas réellement après cette excision pour que les gens puissent abandonner en quelque sorte, je veux dire. Est-ce que vous pouvez approfondir un peu plus les conséquences? Bon, je vais parler. Avant de développer les conséquences, ce que mon cher ami a dit est très important. Vous avez parlé de l'ampleur du phénomène actuellement. Moi, je dirais que, comme il a dit, et c'est vrai, il y a vraiment un changement positif dans le cadre du changement de comportement des gens sur la pratique de MGF, surtout l'excision. Maintenant, ce qu'il faut faire, les ONG, les associations des jeunes comme vous, et puis d'autres ONG qui travaillent dans le cadre des MGF de façon générale, même de l'excision, il faut mettre l'accent, il faut beaucoup travailler sur la sensibilisation. Expliquer aux gens, surtout ce qui embête un peu les gens, ce qui amène les gens à faire l'excision sans se mentir, c'est l'aspect religieux, c'est la religion. Les gens pensent qu'une femme qui n'est pas excisée est une femme impropre, entre guillemets, qui n'est pas propre. C'est ça. Qui n'est pas propre. Donc, et la femme ne doit même pas prier, etc. Donc, il faut expliquer aux gens. Aujourd'hui, nous avons des preuves partout. Il y a des hommes de Dieu qui ont beaucoup parlé sur l'excision, et qui ont montré que c'est une pratique qui date de plusieurs années avant l'islam, avant notre temps moderne, le christianisme, avant l'islam et le christianisme. Et des examens ont été faits sur des momies en Égypte qui datent des momies très anciennes.
On a vu sur ces momies-là qu'effectivement, les Égyptiens pratiquaient de l'excision sur les filles. Donc ça ne date pas de l'époque de l'islam ni du christianisme. Donc il faut que les gens soient sensibilisés, qu'ils comprennent que ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, et puis en plus de cela, comme vous l'avez dit, il faut expliquer aux gens les conséquences. Oui. Les conséquences, c'est que ça peut engendrer chez la fille et chez la femme. Oui. On a parlé des morts. De la mort de la fille et de la femme, et également la dignité. Et une femme qui est excisée, et des études récentes ont prouvé également qu'une femme excisée a une tendance, en fait beaucoup plus, celles qui sont excisées sont supposées développer des problèmes psychiatriques et psychologiques que celles qui n'ont pas été excisées. Et surtout dans les conditions où le Mali vit dans une période très incertaine aujourd'hui avec la crise, les femmes qui vivent dans des zones où il y a des conflits, des terrorismes, etc. Donc elles sont vraiment exposées, celles qui sont excisées. Donc vous voyez, donc montrer aux gens que ça peut amener. Il faut les parler des conséquences, il faut les parler de la fistule, il faut les parler de difficultés, la mort que ça peut engendrer lors de l'accouchement. Et tout même la fille n'aime pas la femme d'abord. Parce qu'une femme qui perd sa dignité n'a pas sa raison d'être dans cette vie. Donc c'est un peu ça, quoi. Ok. Merci. Vos deux ONG défendent les droits des jeunes en SR, je crois. Et aussi vous êtes pour la lutte des mutilations génitales féminines. Est-ce que pour vous, il y a une manière de le faire ou pour vous, il faut vraiment qu'on arrête en fait? Ok. D'accord. Donc, concernant cette question de faire, de bien faire ou d'arrêter, et moi je pense que c'est une analyse personnelle, mais je pense que c'est une analyse valable pour tout et chacun. Toutes choses dont l'inconvénient, dont les inconvénients sont plus nombreux que les avantages, méritent d'être abandonnés. Na kololoka chani anafai ankanka atabila. Si vous regardez l'excision, on empêche la femme du plaisir aujourd'hui, sous prétexte que je suis d'accord, bi, aouya privé, à négé soro. Chini, na tché soro. A négé sekana. A te sekana. Alors qu'elle a le plein droit de jouir au moins de sa sexualité. C'est ce que M. Guido disait, c'est voilà. Ce qui amène d'ailleurs des problèmes. Voilà, il a raison mariages. En fait. Okay. C'est ça, c'est ce qui amène le problème dans les mariages. Okay. Nous, on a vu des cas que j'avais expliqué lors d'une des sessions de formation. J'expliquais un cas particulier, un homme qui se plaignait, qui voulait divorcer sa femme. Ama Nyeninga Mumbe dit non, Akata, c'est bon. Il n'y a pas de raison. Jusqu'à un certain niveau, après des analyses et des études approfondies, maintenant, d'après ses explications, à chaque fois que lui il veut toucher sa femme, la femme demande d'aller d'abord à la toilette. Okay. Si la femme part à la toilette, elle va se lubrifier avec des produits. C'était une sécheresse vaginale. C'était une sécheresse vaginale qu'elle avait. C'est quelque chose d'important, vous n'avez pas mentionné ça. Voilà, la sécheresse vaginale. C'est dû aussi à l'excision. Il peut y avoir des sécheresses vaginales normales. Hein. Oui. Normal, ça peut. Parce que chacun naît avec une maladie, chacun peut avoir une maladie au cours de son existence. Ouais. Mais quand même, l'excision aussi cause ce qu'on appelle la sécheresse vaginale. Et c'est ce qui a été la cause du divorce de ce couple. Vous voyez? Donc les causes, les conséquences, elles sont là. L'excision peut aussi amener le divorce. L'excision peut amener le divorce. C'est d'où vient le traumatisme dont Guindo a parlé. Oui. Il y a des femmes qui quittent leur foyer, mais où te bois quand siragnement fait. Parce qu'il veut beau foyer là, pourquoi? Parce que ton mari n'est pas satisfait de toi. Il veut beau siragmouna parce que mon cadi tient il veut décès kakai. Donc non seulement que tu es mon cadi tu es perdu, en même temps furu mon cadi il boira au furu coronana. En même temps, tu seras encore indexé par la société pour laquelle tu as pratiqué cette pratique. Parce que Nima, qui est la société, qui est indexée, que tu es une femme impure. Ok.
Bon, moi, je voudrais compléter Suleiman, parce qu'il faut vraiment mettre l'accent sur cela, parce que c'est important. Oui. Ceux qui pensent que quand une femme n'est pas excisée, aura beaucoup plus de plaisir, elle sera considérée comme une femme insatiable. Ouais. Ça n'a rien à voir. Les sexologues ont fait des études. Cet état de boulimie sexuelle, entre guillemets, n'a rien à voir avec l'excision. N'a rien à voir avec l'excision, bien entendu. Qu'une femme soit satisfaite ou non satisfaite dans le cadre de rapports sexuels, ça, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Une femme, d'ailleurs, qui n'est pas excisée, est meilleure qu'une femme excisée, entre guillemets. Donc, c'est les études qui l'ont toujours prouvé. Et cela, il faut que les gens le sachent. Donc, les femmes peuvent en témoigner cela. Donc, maintenant, nous, ce que nous pouvons dire, c'est vraiment les conséquences, ce que ça peut causer comme préjudice chez la fille et chez la femme. Maintenant, moi, je vais beaucoup plus détailler les conséquences psychologiques. Donc, on a dit qu'il y a les conséquences médicales, il y a le divorce, il y a les divorces, et ça, c'est purement social. Maintenant, qu'est-ce qui amène le divorce? C'est là qu'il s'agit. Donc, il y a l'anxiété. La femme reste toujours anxieuse dans son foyer, dans son environnement. Elle a peur des gens. Il y a la dépression. Elle peut devenir une femme dépressive. Elle est tout le temps recroquevillée sur elle-même. Elle est intériorisée les choses. Elle est déprimée carrément. Parce qu'elle ne sait pas à qui le dire. Justement. Donc, il y a aussi. Du fait que... il y a un autre élément. Il y a la perte de mémoire. Parce qu'elle a peur. Souvent, si elle pense à cela, ça peut vraiment amener des problèmes. Donc, il y a la perte de mémoire que ça peut engendrer chez les femmes et les filles également. Okay. Il y a la perte de confiance envers l'entourage. Ça, c'est les filles. Okay. Donc, elles n'auront plus confiance à l'entourage parce que c'est l'entourage qui m'a fait cela. Donc, est-ce que j'aurais plus... Juste de méfiance. Ouais. Il y a des troubles psychiatriques, comme je l'ai dit, et les troubles psychosomatiques. Parce que psychiatrique, on le sait, ça peut amener des psychoses chez les femmes et les névroses. Mais somatique, il y a des comportements que la femme peut toujours, elle pense que c'est sur son corps, parce que le MGF c'est sur le corps, n'est-ce pas? Donc la femme pense toujours, mais c'est psychologique, elle peut avoir peur de son corps. Donc il y a également, on a parlé de scènes de couple, les stress post-traumatiques également. Il y a le comportement suicidaire. Il y a le comportement suicidaire que ça peut amener également chez la femme. Il y a la phobie élective également. Les femmes peuvent aussi développer des problèmes de phobie élective. Donc, faire des choix de phobie. Il y a l'angoisse des rapports sexuels et de l'accouchement. Une femme qui a été excisée, elle a peur, comme l'a dit Suleiman. Il y en a qui peuvent trouver des astuces pour se lubrifier, pour trouver des astuces pour faire plaisir. Fuir tout le temps. Pour faire plaisir à son homme. Pour ne pas vraiment divorcer. Sinon, elles ont peur du rapport sexuel. Ça les fait mal, etc., etc. Il y a le repli sur soi. Il y a le repli parce que quand elle était petite, elle était enfant, elle a subi ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ça? Donc, chaque fois qu'un homme veut la toucher, elle va penser à cela. Elle aura mal. Donc, elle peut se replier sur soi. Il y a la perte de l'estime de soi également. Donc, elle n'aura plus confiance en elle. Donc, également, il y a les sentiments d'être différent, anormal. Donc, il y a un élément qui manque en moi. Oui. Donc, il y a une partie qu'on a enlevée dans mon corps. Est-ce que je suis normal? Est-ce que je ne suis pas différente aux autres filles, aux autres femmes? Donc, il y a tout ça. Il y a également la honte. Il y a la honte. Oui. Donc, celles qui sont excisées, surtout si c'est mal fait, elles ont du mal à faire des rapports avec un homme parce que l'homme peut découvrir certaines anomalies qu'elles ont. Donc c'est la honte de faire des rapports sexuels et elle n'aura pas de vie intime. Il y a également les sentiments d'injustice. Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Pourquoi mes parents ont accepté que cela se fasse sur moi? Donc il y a une question d'injustice qui s'installe à ce niveau. Il y a également la colère. Elles peuvent être tout le temps nerveuses, colériques. Donc ça, c'est des conséquences psychologiques que les gens minimisent dans le cadre de l'excision. C'est très important. Et il ne faut pas qu'on voit seulement l'aspect médical, ce que ça peut engendrer. Parce que la vie de l'homme, c'est dans la tête. Oui. Quand tu n'es pas à l'aise avec ton corps, tu n'es pas à l'aise avec ton corps, tu n'aimes pas ton corps, il y a quelque chose qui te manque. Donc ta vie n'aura plus de sens. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Et le manque de confiance peut conduire à beaucoup de choses. Et même la mort. Même la mort. Il y a le divorce, il y a la mort. Il ne faut pas négliger. Maintenant, Farida, moi j'ai envie de parler sur quelque chose. Oui.
Maintenant, Guindo, vous qui êtes des psychologues et tout, peut-être que ce n'est pas un peu dans le domaine de la psychologie, mais on va échanger un peu. Est-ce que, si on regarde le Mali fait partie des pays qui font plus cette pratique en Afrique, précisément en Afrique de l'Ouest. Et notre argument fort est que alors que nous savons tous que excision n'est pas née au Mali. C'est quelque chose, c'est une pratique importée. Au Follet, flanant. Maintenant, pourquoi on insiste sur Mogoweranga Lada Kake Anga Lada? Flanant, c'est quoi? C'est que si tu regardes le Mali même, et que tu prends sur géographiquement, tu divises le Mali en deux. À partir du centre, Ghana jusque vers le sud, il y a la prévalence est très élevée en fait, des femmes excisées. Maintenant, quand tu vas un peu vers le nord, tu vas trouver qu'il y a peu de femmes qui sont, le taux est très très faible. Sinon, ça descend jusqu'à 0, je sais pas, un truc pour cent. Mais maintenant, est-ce qu'il y a une différence quand tu regardes? Est-ce qu'il y a une différence maintenant entre ces femmes de ces localités et ces femmes du sud qui ont subi à 80%, sinon à 85%? Quelles sortes de différences? Différences psychologiques. Oui. Est-ce qu'elles sont plus... celles qui sont exilées sont épanouies? Oui, tout à fait, Suleiman. Je comprends ta question, elle est pertinente, il faut le dire. Parce que, comme tu l'as dit, c'est purement culturel. Et ça n'a rien à voir avec la religion également. Voilà. On l'a dit ici. Donc maintenant, il faut sensibiliser les gens que la religion n'a rien à voir. Ce n'est pas quelque chose qui est venu de nos ancêtres. Ça nous a été imposé, entre guillemets. C'est ça. Et ce n'est pas religieux non plus. Donc maintenant, si c'est les gens qui disent que c'est religieux, c'est purement islamique surtout, au nord du Mali, nous savons que l'islam a un poids très très élevé. En fait, les nordistes sont plus... il y a plus de musulmans quand même. La population, il y a à peu près 99 ou... Tombouctou était une référence. 99 ou en tout cas, plus de 90% de la population du nord du Mali est considérée comme musulman, n'est-ce pas? Donc là, on ne peut pas dire que ces gens-là ne sont pas musulmans parce qu'ils ne le font pas. Ils ne font pas cette pratique. Et pour revenir à ta deuxième question, il y a une différence bien entendu entre une femme qui a subi qui a été excisée et une femme qui n'a pas été excisée, ou les filles et les femmes qui viennent du nord. Elles sont beaucoup plus épanouies, elles se sentent plus à l'aise, elles font leur maternité sans problème, elles s'entendent très bien avec leurs hommes. Et puis, elles ont une vie épanouie de façon globale. Elles jouissent pleinement de leur sexualité. Tout à fait. Parce que c'est ce que j'ai dit. Dans la vie d'une femme, la sexualité, pas seulement la femme mais même l'homme, la sexualité occupe une grande place dans la vie de l'homme. C'est ça, oui. Donc, si tu n'es pas épanoui sur le plan sexuel, c'est comme, entre guillemets, vous m'excusez, ta vie n'a pas de sens. C'est ça, mais monsieur Guindo, qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui pensent que les femmes du Nord... Parce que moi, c'est des rumeurs, c'est des... On entend vraiment ça partout. Surtout des fois, elles ont du mal à se marier. Aucune étude à la date d'aujourd'hui ne peut attester cela, qu'une femme excisée une femme excisée, bien sûr, une femme excisée est beaucoup plus, comment on appelle, jouit de son plaisir très facilement, elle est plus à l'aise sur le plan sexuel qu'une femme qui n'est pas excisée. Il n'y a aucune étude qui peut attester cela aujourd'hui. Ouais. C'est des mensonges qui ont été ancrés dans la mémoire des gens et les gens vivent avec ça. Ce n'est pas vrai. Donc il faut que les gens sachent. C'est purement la sexualité, ça s'apprend. C'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation, ça n'a rien à voir avec le fait que celle-là est excisée et celle-là n'est pas excisée. C'est une question d'éducation. Il faut aussi que les gens fassent la différence entre plaisir et désir. Parce que quand une femme est excisée, en général, elles ont du mal à jouir de leur sexualité, contrairement aux nordistes. Elles peuvent faire semblant d'être satisfaites, alors que ce n'est pas vrai. Parce que dans la tête, elles savent. Elles ont peur. On a parlé des conséquences. Parce que quand on se marie, en général, ici, on te dit, quand tu vas
c'est pour ton mari tu pars. Si lui il est satisfait, il n'y a pas de souci, toi tu n'as pas besoin d'être satisfait. Pour cela que j'ai dit la Donc, sexualité, il faut une problème. éducation sexuelle. Il faut apprendre aux hommes, aux garçons, aux femmes, aux filles que la sexualité est purement... C'est très important dans la vie de l'homme. Donc il faut que les gens apprennent à connaître cela. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que celle-là est excisée et l'autre-là n'est pas excisée. Non, comme tu l'as dit. Et généralement c'est ça. Une femme qui a peur, une femme qui a honte de son corps, une femme qui a beaucoup de trucs, surtout sur le plan psychologique, peut faire semblant, peut simuler, dire que vraiment, je ressens du plaisir pour ne pas divorcer. Ouais. Je suis satisfaite, tu me fais du bien. Et ça amène la frustration. Justement, et cette frustration peut engendrer beaucoup d'autres conséquences, comme on l'a dit. Et l'homme ne se rend pas compte. Donc il faut vraiment une éducation. Il faut commencer et puis à bas âge. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, pour vous, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour arrêter cette pratique? Quelles sont vos solutions que vous nous proposez? Alors pour moi, en tout cas, la meilleure des façons, c'est de trouver un moyen de faire apprendre aux jeunes d'aujourd'hui, même s'il faut l'insérer. Je suppose que c'est déjà dans le cursus scolaire parce que nous avons tous fait l'appareil génital féminin à un certain niveau à l'école, au second cycle. Maintenant, il faut apprendre aux gens. Mais on ne nous apprend vraiment pas l'excision. On ne rentre pas dans le... On ne va pas jusqu'au fond, mais bon, on survole ça, mais ça va, on peut dire quand même. C'est pour qu'on puisse dire qu'on a vu ça. Oui. Bon, on va continuer, on va le dire comme ça. On a vu ça. Donc, en fait, c'est pour dire que... Et Moro, école Kalanso, là, Ani Anga, société, là, le Mali, c'est un pays incroyable. C'est un beau pays, riche avec sa diversité culturelle et tout. Anga lada ube munumbe demseni éduqué chokonyumana. Donc ameseka o lada kelonta ka appareil génital fo moye minumba don folo ou bien namseka ya mariadi doctoroma ou ka appareil génital yere jumei ou ka fani anga don amun meta kalanso la na be seka fo fere siktaula mo wera wi munu makala photo ko mbato be seka fam. Ani, on peut nous apprendre le fonctionnement aussi de l'appareil génital. Si on connaît aussi le fonctionnement, parce qu'il n'est pas le cas fait par ignorance, il faut le dire. On a fait un truc, on a nafado. On a fait que tout là, tout le monde a maîtrisé en barate. Ni kono dimi yamne, ni kumulu dimi yamne. Mais est-ce que si c'est vraiment enseigné à l'école, c'est la solution? Parce que, par exemple, les vieilles qui le font n'ont jamais été à l'école, elles n'auront même pas de moyens. C'est ce que j'ai dit. Trouver un moyen de l'enseigner aussi dans les milieux ruraux, dans les zones rurales en fait. On peut enseigner créer ça. Créer une manière d'abandon, d'excision. Voilà. Et les vieilles dont tu parles, les vieilles ne vont jamais l'abandonner. Pourquoi? Parce que les vieilles là, c'est leur business. C'est leur business. On a vu des vieilles, parce qu'en réalité, dans nos nombreuses activités, on a travaillé avec des anciennes exciseuses et qui nous ont même révélé d'autres secrets. En fait, ils ont dit que à pratique là, avec parce que ni be pratique, il be wari soro, il be tu es payé pour ça. Pagne soro, il be nyon soro, il be safne soro, il be fin chama soro. Au fin de bois là, il be comment dirais-je? Ça, ce sont les secrets que je vais dire. Il paraît que clitoris mounoumétique. Vous allez m'excuser du terme comme on est sur les réseaux sociaux. Partie mounoumétique. N'est-ce pas? Parce qu'elles sont censées à creuser un trou et à mettre ça. C'est ce qu'on entend. Mais elles ne font pas ça. Il y a des gens qui connaissent des gens qui vendent ça et qui achètent ça. Et plus précisément, Sougubala. Précisément, on pourra dire l'endroit peut-être une autre fois dans une activité, mais je vais me taire sur l'endroit comme Roba Foko Tchemine Fouradu, Moroba Foko Djamasora Fouradu. Donc, ce n'est pas que c'est un long business quoi en fait. Donc, la pratique, moi je pense qu'il faut plus de force de la part de nous-mêmes les jeunes. Est-ce que s'il y a un moyen de leur créer par exemple un emploi, je sais pas, un jardin, quelque chose qui va les aider. Oui. Quel emploi tu vas créer pour une vieille de 90 ans, 80 Je sais pas, il faut vraiment trouver quelque chose parce que vous êtes des ONG qui Bon, moi et vous m'excusez, moi
je suis d'accord avec Suleiman. Il a dit beaucoup de choses. Il faut l'aider. Maintenant, il faut vraiment qu'on brise le tabou. Il faut plus se taire sur certaines choses. Il faut briser le silence. Il faut en parler. Il faut éduquer les jeunes. Il faut sensibiliser. Mais avant de parler de qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter, moi je voudrais quand même parler un peu de la prise en charge des filles qui ont subi des mutilations génitales et l'excision. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très important. Une fille qui a été excisée, c'est une fille vraiment c'est une pratique préjudiciable. Et la femme doit bénéficier, et la fille aussi, un soin de qualité. Et maintenant, ce soin de qualité, comment ça doit se faire? Ça doit se faire dans un cadre holistique et pluridisciplinaire. Il ne faut pas seulement voir l'aspect médical. Bon, ce que je propose, il faut que les associations, les ONG, tous ceux qui sont dans le domaine des MGF ou des VBG, il faut qu'ils réfléchissent dans ce cadre-là. Moi, la prise en charge médicale est bonne. Il faut également une prise en charge sociologique en fonction des droits humains. Il faut expliquer aux gens que c'est aussi une forme de violation des droits humains. Il faut également une prise en charge psychologique en lien avec la santé mentale et la santé de la reproduction, comme on l'a dit. Et il faut également une prise en charge judiciaire et juridique. Parce que c'est des femmes qui peuvent aussi porter plainte contre X, les parents, les ex-suiceuses. Il faut les amener, il faut les aider. Il faut également une prise en charge, un accompagnement, si vous voulez, économique, à pouvoir réinsérer ces femmes-là dans la vie sociale en leur donnant des activités génératives de revenus pour qu'elles puissent vraiment accepter leur corps et vivre dignement. Maintenant, en plus de cela, moi j'ai une seule solution. Je propose une seule solution pour pouvoir mettre fin à l'excision. C'est d'avoir le courage, les ONG, les associations, amener le gouvernement malien à pouvoir voter une loi contre les violations basées sur le genre. Et l'excision en fait partie. Maintenant, il faut que les gens qui font ces violations, que ces gens-là sachent que quand tu fais ça, tu es réprimandé, tu cours à une peine maximale. Donc il faut une loi pour mettre fin à cela. Il y a eu beaucoup de sensibilisation, il y a eu beaucoup de lobbying, il y a eu beaucoup de plaidoyer, il y a eu beaucoup de choses. Et la pratique continue encore. Il faut une loi. Et peut-être cette loi va nous permettre de mettre fin à cela. Donc, moi, c'est ça ma proposition. Merci. Merci à vous, chers followers, de nous avoir suivis. Nous étions là ce matin avec M. Maïga de la MPPF et M. Guindo des JDWS. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Merci.